Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors donc 2 réunions organisées à la fin du mois à Paris, le 27, les discussions bilatérales avec les indépendantistes d'une part, les non-indépendantistes d'autre part, à l'invitation du ministre de l'Intérieur. Et puis le lendemain, la convention des partenaires à l'invitation de la Première ministre, qui est d'ailleurs invitée très largement. Vous participerez, Nicolas Metzdorf, à ces 2 réunions, hein. Oui, moi je suis invité aux deux en tant que parlementaire, bien évidemment, donc j'y serai ces 2 journées. Oui. Alors, qui participera à la bilatérale pour les non-indépendantistes? Et vous y participerez comme membre d'une délégation ou comme député de la seconde circonscription? Je suis invité toujours en tant que parlementaire. Par contre, je crois savoir que tous les groupes politiques non indépendantistes du Congrès y participeront, c'est-à-dire les loyalistes, Calédonie Ensemble et l'Avenir en Confiance, c'est-à-dire le rassemblement. Donc, je ne sais pas ensuite qui compose les délégations de Calédonie Ensemble et du Rassemblement. Ça, c'est charge à ces mouvements de désigner leurs représentants. Et nous serons représentés notamment par Sonia Backès, bien sûr, Nicolas Mesdorf, Gilles Brial, Christopher Gigès, Et est-ce que vous allez arriver Willy Gattuo. est-ce que vous allez arriver à parler d'une seule voix, tous les non-indépendantistes? Et qu'est-ce que vous allez dire au ministre de l'Intérieur? On, on va parler d'une seule voix. C'est assez facile d'ailleurs, puisqu'on est sur vraiment les fondamentaux des non-indépendantistes pour commencer la discussion. On parle du maintien définitif dans la France, l'arrêt des référendums automatiques, on parle du dégel du corps électoral, on parle de l'égalité entre tous en Nouvelle-Calédonie, on parle du développement économique, on parle d'assainir la situation des institutions, hein, d'arrêter de faire trop d'administration. On est vraiment là sur des choses que l'on partage tous, donc on va y aller d'une seule voix bien évidemment, on s'est vu les uns et les autres régulièrement, on échange régulièrement. Donc il n'y a pas de problème du côté non indépendantiste, le problème il vient surtout des indépendantistes comme on l'a constaté au début de votre journal. On va y revenir maintenant pour rester sur les non-indépendantistes. Il y a quand même des voix, même si vous jouez l'unité là aujourd'hui, il y a eu quand même quelques voix qu'on a entendues à l'extérieur. Alors, il y a d'une part, est-ce qu'avec Calédonie Ensemble, vous arrivez aujourd'hui à vous mettre d'accord sur les sujets d'avenir, alors qu'on sait qu'à un moment, il y a eu quand même des dissensions entre vous? On arrive à se mettre d'accord parce que, comme je vous le disais, on est sur des fondamentaux. Calédonie Ensemble est pour que la Calédonie reste française, la Calédonie Ensemble est pour le dégel du corps électoral. Donc c'est vrai qu'on arrive à avoir ces positions-là, on va dire, qui sont globales. Quand ensuite on va aller dans le détail de l'organisation institutionnelle, qui dirige quoi, de quel financement pour quelle institution, forcément qu'on va avoir des nuances. Et c'est normal puisqu'on est des partis politiques différents. Mais sur, on va dire, la base de notre combat, on porte les mêmes choses. Donc pour l'instant, ça va. Les relations sont bonnes. Je le dis régulièrement, mais je travaille très bien avec Philippe Dunoyer à l'Assemblée nationale. On voit régulièrement Thierry Santa également pour le Rassemblement. Donc vraiment, et je ne joue pas, hein, je ne suis pas en train de mentir aux gens qui écoutent, ça va bien. On a connu pire quand même dans la famille non indépendantiste, ça va bien. Bien évidemment que chacun s'exprime au travers de conférences de presse, bien évidemment qu'il y a des nuances entre nous, c'est normal et heureusement, mais il n'y a pas de guerre fratricide entre non indépendantistes aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas de combat entre nous. Ça va bien et on va y aller de manière unie et déterminée à défendre les fondamentaux, comme je le disais. Mais alors, à quoi va servir cette bilatérale? Les indépendantistes la réclamaient depuis des mois avec l'État, mais vous, les non-indépendantistes, c'est utile que Alors, vous rencontriez le ministre de l'Intérieur? alors déjà, les indépendantistes sont complètement à côté de la plaque sur le sujet, puisque c'est eux qui demandent des bilatérales depuis le début. L'État organise des bilatérales et finalement, personne ne vient au bilatéral chez les indépendantistes. Donc c'est à n'y plus rien comprendre. Nous, de notre côté, on est... Moi, j'ai jamais été un fervent défenseur des bilatérales, mais j'ai envie de dire tant mieux maintenant que c'est organisé, parce que nous aussi, on a des choses à dire à l'État. Les loyalistes, c'est pas l'État. Les loyalistes, c'est des Calédoniens qui veulent que la Calédonie reste française. Nous ne sommes pas des représentants de l'État. Et on a des choses à leur dire, notamment le fait qu'il faut désormais que l'État arrête d'être neutre sur le processus calédonien. Puisque auparavant, on était dans un processus de décolonisation qui nous a amenés aux 3 référendums. Ces 3 référendums, on les a gagnés 3 fois. Les Calédoniens ont dit oui à la France 3 fois. Donc la Nouvelle-Calédonie est une terre de France. Donc à partir de ce moment-là, on est en droit de demander à l'État ce qu'il veut faire, lui, de la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que l'État ne peut plus seulement nous dire sur l'avenir institutionnel, mettez-vous d'accord les uns et les autres, et puis nous, on va mettre le tampon, République française, et puis ça nous ira bien.
Aujourd'hui, la situation est différente. La Calédonie, c'est la France. Et donc, on est légitime à demander à l'État, sur les compétences qu'il exerce en Nouvelle-Calédonie, quelle est sa vision, qu'est-ce qu'il veut faire, quel est son projet d'avenir pour la Nouvelle-Calédonie. C'est important parce que moi qui côtoie les députés des autres territoires d'outre-mer à l'Assemblée nationale, et des députés plutôt indépendantistes ou en tout cas d'extrême gauche, ils ont tous régulièrement des demandes à faire à l'État sur la vision que l'État porte pour leur territoire et leur île. Eh bien, nous, on doit avoir le même discours. Donc, parce qu'on ne peut pas nous demander, à chaque fois, nous, les loyalistes, de venir avec un projet. Les indépendantistes viennent avec leur projet et l'État vient avec rien et est juste l'animateur. Mais alors vous qui avez soutenu Emmanuel Macron, qui êtes aujourd'hui membre de Renaissance, hein, Oui, exactement. le nouveau parti de la majorité présidentielle, vous avez des doutes sur ce que veut l'État ou est-ce que votre position vous aide justement à faire passer les messages et est-ce que votre vision soit un peu celle de l'État ou est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le positionnement de l'État et le vôtre? Non, moi je sers à ça justement au sein de la majorité. Je sers à les interpeller sur, attention, la vision historiquement qu'a l'État, hein, que ce soit le Parti socialiste auparavant, que ce soit le RPR, puis ensuite l'UMP, ne peut plus être la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on arrive dans un nouveau système, dans une nouvelle phase de notre histoire, où l'État continue d'être un peu l'arbitre. Et moi, mon rôle au sein de la majorité, c'est de faire comprendre ça. C'est de faire comprendre que la Nouvelle-Calédonie a décidé de rester française. C'est un territoire de France. Donc, notre président de la République, c'est Emmanuel Macron. Notre gouvernement central, c'est le gouvernement de la République. Notre Assemblée nationale, c'est l'Assemblée où je siège. Donc, on doit aussi pouvoir bénéficier d'une vision de politique publique ambitieuse portée par la France en Nouvelle-Calédonie. À quoi je pense? Je pense bien sûr à la question géopolitique, à la question militaire dans la région. Je ne pense pas qu'à ça, je pense à la question économique. On voit que Emmanuel Macron porte France 2030 et notamment le tout électrique en Europe avec la construction de voitures. Eh bien, on a des usines qui fabriquent le nickel qui sert à la fabrication des batteries. Quelle implication de l'État et des multinationales françaises en Nouvelle-Calédonie? La zone économique exclusive, hein, la pêche hauturière, etc. Donc voilà, c'est ça que je veux sensibiliser au niveau de l'État, c'est-à-dire il faut que l'État redevienne un acteur pas seulement institutionnel et politique, mais un animateur de politique publique en Nouvelle-Calédonie. Alors on a parlé des discussions bilatérales. Le lendemain, il y a donc la convention des partenaires. Là, qu'est-ce qu'il faut en attendre? Est-ce que ça doit servir à déjà ouvrir les discussions sur l'avenir? En l'absence des indépendantistes, ça va peut-être être un peu bizarre. Ou est-ce que c'est uniquement pour que l'État redonne une impulsion aux discussions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie? La convention des partenaires, c'était le nouveau format qui succédait au comité des signataires, hein, c'est-à-dire c'est le nouveau format qui devait construire la future Nouvelle-Calédonie, avec les responsables politiques bien sûr, et la société civile notamment au travers des chambres consulaires, les maires sont associés également. Donc on attend de son format qu'il produise les réflexions et les solutions sur le futur statut de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est la première fois qu'il se réunit. Moi j'espère que l'UNI-PALICA viendra, hein, parce que c'est important. M. Jaiwei disait qu'il réfléchissait cet après-midi. J'espère qu'ils vont venir parce que nous, de toute façon, on travaillera avec tous ceux qui sont là. Et je crois que c'est important de dire que quelle que soit la présence des uns ou des autres, il faut tenir ces formats et il faut avancer. C'est-à-dire qu'une absence ne peut pas remettre en cause la tenue de ces réunions et les décisions qui seront prises à l'intérieur. Est-ce qu'il n'y a pas trop de monde autour de dans cette convention des partenaires, vous le disiez, société civile, les maires, les partis politiques, les signataires historiques, les parlementaires? Ça va faire beaucoup de gens quand même. Est-ce que ça peut déboucher sur quelque chose? De toute façon, il faut un format comme ça où il y a, on va dire, le format de base, le format officiel qui est la convention des partenaires, où les politiques et la société civile sont représentés. C'était un engagement du président de la République. Après, on sait qu'il y a des décisions qui ne se prennent pas là. Hein. Il y a des décisions, c'est le soir, dans des formats un peu restreints. C'est lors des dîners, lors de réunions très tard dans les ministères. Il y a aussi... il faut que tout le monde comprenne, mais tout le monde le sait finalement, qu'il n'y a pas que ces 2 jours. Il y a tout ce qui se passe autour de ces 2 jours. Tout le monde à Paris va se voir, va se fréquenter, va s'appeler en format différent,
en relations différentes. Donc ça, c'est le moment officiel, c'est le moment médiatique, c'est le moment où les discours politiques sont dits. Mais il y a aussi toute la semaine qui entoure ces 2 jours, qui est aussi importante que ces réunions officielles. Mais alors vous disiez, vous espérez que l'Unipalica sera là, mais si les indépendantistes sont complètement absents, est-ce que ces réunions ont encore un sens dans la mesure où on ne sait pas qui sera engagé par les décisions qui pourraient être prises, quoi? Ces réunions auront un sens, quelle que soit la présence ou non des indépendantistes, dans la mesure où si les indépendantistes sont là, enfin notamment le Palika avec l'UNI, on fera comme on a fait sur la question du oui ou du non, où on a traité qu'avec l'UC finalement, parce qu'à l'époque c'était l'UC qui était là et le Palika n'était pas là. Bon là ça risque de changer, donc on traitera avec ceux qui sont là. S'ils ne sont pas là, nous, on en profitera pour passer nos messages à l'État sur la relation qu'ils ont avec les indépendantistes. Parce qu'il y a un moment donné, je pense qu'on ne peut pas laisser continuer les choses fonctionner comme ça, notamment au niveau des indépendantistes. C'est-à-dire que d'un côté, ils ne peuvent pas demander encore des dizaines de milliards à l'État pour équilibrer le budget de la Nouvelle-Calédonie et ne pas participer aux réunions qui sont lancées par l'État sur l'avenir institutionnel. Donc, il y a un moment où il va falloir siffler la fin de la récréation. Voilà, c'est ça que je pense. L'État a choisi de tendre la main avec la venue de Jean-François Carenco, qui connaît bien les indépendantistes, qui a pratiqué la politique de la main tendue, du respect, en les invitant. Si ça ne marche pas, si cette méthode douce et constructive ne marche pas, je pense que l'État doit aussi taper du poing sur la table en disant il faut arrêter ça. Et je pense que c'est le message qu'on leur fera passer. Vous disiez, c'est à n'y plus rien comprendre. Est-ce que quand même on y comprend quelque chose? Pourquoi, selon vous, les indépendantistes qui ont demandé ces bilatérales, qui semblaient prêts, effectivement, après la venue de Jean-François Carenco à aller à Paris, pourquoi est-ce que maintenant ils refusent? Je crois que les indépendantistes sont piégés dans le discours qu'ils tiennent depuis des années, radicalisés sur l'indépendance, rien que l'indépendance. Aujourd'hui, on voit que malgré le gel du corps électoral, nous avons gagné 3 fois, qu'il y a un État qui défend le fait que la Nouvelle-Calédonie reste française aujourd'hui. La Calédonie, elle restera française. Et donc, c'est, je pense, difficile pour les indépendantistes de venir participer à des discussions qui vont entériner le fait que la Calédonie reste française d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est sûr que venir à des discussions pour entériner ça et revenir devant des électeurs auxquels ils ont promis tout le contraire pendant des années, c'est un peu difficile. Ouais. Vous partez dimanche, vous êtes optimiste, vous pensez que cette séquence parisienne va apporter quelque chose, va servir à quelque chose? C'est jamais improductif que les responsables politiques calédoniens aillent à Paris et discutent avec les représentants de l'État. C'est jamais improductif. Qu'il y ait ou pas les indépendantistes. Parce que les messages passent, la connaissance des hommes se fait, parce qu'il y a un nouveau ministre des Outre-mer qui est Gérald Darmanin, et c'est la première fois qu'il va se saisir réellement du sujet, où il va voir l'ensemble des partenaires en même temps. Il va parler Calédonie, il va échanger Calédonie pendant toute une semaine. Donc ça va être finalement l'amorce du dossier calédonien par Gérald Darmanin dans ce quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc c'est jamais improductif. Il ne faut pas que les Calédoniens pensent que les indépendantistes n'y vont pas, donc ça ne sert à rien. Non, ça sert toujours à quelque chose d'aller voir la République française sur le dossier calédonien. Nicolas Metzdorf, merci d'accepter notre invitation ce midi.